Majita. La vie, ce n'est pas d'attendre que les organes passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Amis téléspectateurs, bienvenue à Asararak de ce jour. Très ravi de vous retrouver encore pour le deuxième numéro de la semaine. La Dream Team est installée et puis voilà. Nous sommes là, prêts à vous servir. J'espère que vous êtes prêts parce que ce qui va commencer va aller très vite. Et dès que ça va très vite, attachez vos ceintures, disposez-vous parce qu'on va courir, mais on va courir très bien. L'équipe de voisins est déjà sur place. Je commence par le voisin le plus proche. Monsieur Romati, bonjour. Bonjour à Jeff et bonjour à tous nos téléspectateurs. J'ai envie de te poser la question de savoir, ça va? Tu vas bien? Très bien. D'accord. Ben, ça nous rassure parce que quand on a un capitaine qui peut tergiverser, on a peur de décoller, mais si vous êtes sûr... Je vais très bien. D'accord. Je suis rassuré. Je voudrais dire un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Kolobo et depuis mon village de Badanga. D'accord. Daniel. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Quel val? Wallahi, j'ai le hadith في المويه واقفه كده. Tout ça là, c'est pour me répondre à moi. Ouais. C'est pas toi qui as commencé. D'accord. Oui, mais justement, je voulais, tout en saluant ceux qui nous suivent, depuis le Rwanda, le Sénégal, depuis Badanga, en passant par j'allais dire Nantes. Moi, j'avais peur que notre capitaine ait perdu les chemins. Mais Dieu merci, il a pu se ressaisir et le voilà, il est là. Et nous allons entamer l'émission. Vous savez ce que vous vous engagez. Quand vous vous attaquez trop à un capitaine d'une équipe, il peut parler en confidentiel avec le coach et vous risquerez d'être sur le banc de touche pendant un bon bout de temps. Vous ne serez pas allié sur le 11 de départ. C'est une information. Firmine, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour et bonjour. Je salue aussi mes voisins d'en face, surtout le duo qui est Très soudé. Très soudé. Merci pour cette reconnaissance. Un duo qui est vraiment provocateur. Tout à l'heure, le capitaine parlait de danser. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de participer à cette émission innovante et très relaxe. Merci. Surtout innovante et très relaxe. Surtout détendu. Donc détendu pour qu'on parle des choses sérieuses, mais dans un esprit de détente. Pour le trop sérieux apporte de le stress et trop de concentration éclate. Et donc il faudrait se relaxer pour pouvoir aborder avec toute la sagesse et la sérénité les sujets que nous allons débattre. Donc merci, je vous remercie pour cela, pour m'avoir associé à ça. Je viens de très loin de mon champ, j'ai accepté d'être là. Et aujourd'hui, je suis entre enseignants, chercheurs, professeur de sciences politiques, analyste politique, et entre aussi le paysan qui reprend. On peut dire que c'est aussi le cultivateur. Absolument. Oui. Le cultivateur qui apprend à faire. J'ai appris d'abord à faire les oignons et l'ail. Ah ouais. Je le fais déjà dans mon jardin. Ça, depuis ma naissance, c'est ça que je connais faire dans le Wadaï. Et maintenant, je fais aussi le djigari, que nous on appelle doura. Parce que ma grand-mère faisait cela pour la bilibili à Gosbeda. Donc, on va faire des efforts un jour. Est-ce qu'il ne faut pas aller visiter même? Non, mais moi j'adore surtout la récolte. Et puis les canards et le poulet. Et puis ma femme, comme elle est gore, et Mbaye, elle m'apprend le poisson parce que moi je connais le charmoute. Et donc elle prend à manger le poisson. Et à mon âge, le médecin me dit, c'est conseillé, professeur, de manger avec ton AVC, là tu manges trop de poisson. Il n'y a pas d'huile, elle le fait sur le feu, on appelle ça la braise, et elle le fait comme ça très bien. Comme combien? Oui, exactement. Donc alors, c'est des choses très importantes.
les femmes sont un trésor si vous les respectez. Ne voyez pas seulement oui, leur beauté. Ne voyez pas leur beauté. Les voisins, vous avez écouté. Je vous l'avais dit qu'on aura 2 doyens aujourd'hui. Les voisins. Non, moi, Les voisins, les femmes sont des trésors. J'imagine. Non, Firmin, si, allons doucement. Non. Il faut reconnaître que depuis quelque temps, peut-être, professeur est en train de manger bio et ça fait du bien. Voilà. Donc, on prend ça en compte. D'ici là, peut-être qu'on va fouiller dans les Ne fais pas de la récupération. Voilà. Merci au professeur, merci pour le décor. Larissia, bienvenue Ngakutu, Larissia qui dit les voisins en pagne. Balle perdue sur vous, donc. On s'entend toujours bien. Hein. Ça, c'est pas de balle perdue. C'est-à-dire, tu vois, ça va se transformer en un produit récupérateur. Nous allons prendre notre première ponctuation musicale, retrouver Anonyme en feat avec Alix qui vont nous chanter les bruits de sabots. J'implore le ciel, je veux que tu me restes mon arc-en-ciel. Que tu me reviennes vivant et tout entier ma prière. Baby, ne t'en va pas. Baby, ne t'en va pas. Je t'en prie, mon cœur n'y va pas. Baby, ne t'en va pas. Un vrai soldat ça exécute, c'est brave et ça ne discute jamais les ordres. Un vrai soldat ça reste dur, ça défend la patrie en morale et force. C'est pénible ce visage froid, mais tel est le serment quand on a le pays. Moi j'assume quand j'ai fait le choix de ne laisser personne toucher à mon pays. T'es mon héros et non celui d'un scénario. T'as rien compris, oh non, t'as tout plié, puis t'es parti. Tu dis que je suis ta femme, t'oublies que je suis ta femme. On se brûle à trop vouloir approcher une flamme. Ne t'en va pas, baby, ne t'en va pas. Je t'en prie, mon cœur n'y va pas. Baby, ne t'en va pas. Décision prise, on affronte. Ces fichus terroristes sont à nos portes. Ils bouffent de la cendre, nous les flammes, on les croque. Ces disciples du mal doivent essuyer la honte. Je comprends tes peines, je comprends tes malheurs. Je perçois tes craintes, j'imagine tes douleurs. Je vais dompter le risque et mériter des honneurs. Promets-moi de rester forte et en prière. Y'a plus le choix, faut que tu te ressaisisses. Je suis conscient que la guerre présente. Nous ne pourrions pas aller jusqu'à la fin parce que le temps nous prend à la gorge. Mais il faut se dire qu'un soldat, ça obéit, ça ne discute pas les ordres. Un débat entre une femme et son mari. Chérie ne va pas au front. Le mari dit que je dois répondre parce que l'ennemi est à nos portes. Et surtout pour la nation, pour la patrie. Justement. Donc, un soldat. Alors, le chemin du buzz. Fifi, Je suis là. tu nous réserves quoi aujourd'hui? Surtout que tu as le professeur à côté. Ah, il le faut, hein. C'est bien d'être auprès des personnes sages et surtout des doyens. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu d'un phénomène qui est un peu désolant et surtout alarmant. Je voudrais parler un peu de l'insécurité qui va grandissant dans le pays, dans la capitale et un peu partout aussi dans les provinces. On voit ici sur nos plateformes, que ce soit à la télé, à la radio, chaque jour, du jour au jour, on présente des malfrats, les bandits, les voleurs qui font des opérations de vol à main armée, que ce soit des braquages, des cambriolages. Et c'est ce qui est un peu désolant, donc c'est ce que je voudrais un peu parler aujourd'hui. Alors généralement, ce sont des jeunes qui se constituent en groupe, en réseau, ou soit, je ne sais pas moi, dans des coins un peu reculés, ou soit ils se constituent en groupe et ils opèrent des opérations avec des conflits. Merci pour la Des redondance. conflits, oui, Voilà. justement, parce que c'est décevant. Et ce phénomène, vraiment, ça sème la terreur et ça crée aussi des psychoses au sein de la population, parce que moi-même, j'ai été particulièrement victime, donc ça fait vraiment mal, quoi.
que ce soit en plein jour, que ce soit le soir, ou bien les quartiers ne sont pas épargnés, que ce soit les rues, que ce soit les ronds-points, et même le rond-point double voie ici, on a un collègue en rentrant, tout simplement au feu rouge où il y a les policiers qui sont là, et malheureusement, il y a un petit voleur qui est passé et a piqué son téléphone en pleine circulation à l'arrêt, au feu tricolore. Donc c'est vraiment décevant. Et ce que moi je déplore, c'est que les jeunes se donnent à ce phénomène et ça prend vraiment de l'ampleur, pendant que d'autres sont en train de se chercher, se débrouiller pour pouvoir trouver peut-être de quoi aider leur famille. Mais il y a certains là qui se prennent comme ça à des violences qui ne disent pas son nom, des agressions, des cas de vol, des braquages. Et franchement, ça fait mal. Ouais. Donc... Merci Firmin de nous ramener à ce sujet. Il est important d'en parler et si l'équipe le permet, l'équipe de la rédaction a fait un reportage sur ça. Nous allons sur aussi les efforts de la police, parce que on ne peut pas parler de ce phénomène sans parler aussi de l'effort que la police nationale est en train de fournir aussi. Donc nous allons suivre l'élément et revenir. Voilà. Au cœur de cette bande bien structurée, Moustapha Bana Abakar, considéré comme le chef du groupe. À ses côtés, ses complices présumés, Hassan Abdraman, Abakar Mamad, Abakar Alimboudou et Abdraman Mohamed Abdoulaye, un mineur impliqué dans les opérations. Ces individus opèrent utilisant des armes de grand calibre ainsi que des véhicules spécifiquement dédiés à leur opération criminelle. Parallèlement à ce démantèlement, la police a également procédé à l'interpellation de Anas Ahmad qui a volé un véhicule de marque immatriculé 18C 7694. Parole de la police nationale, le contrôleur général Paul Manga, présentant les suspects devant la presse, a dressé un tableau sombre des agissements du groupe. Alerté, la police nationale s'est mise à mener des investigations sérieuses et ces investigations ont abouti à l'arrestation des membres de ce gang. Ils sont présentement 5. Et à part le braquage du bureau de cambistes où ils ont emporté une centaine de millions, ils ont également enlevé un autre citoyen du nom Ali Abakar Hadji qui est présentement à côté pour l'amener dans un endroit inconnu, le ligoter et puis séquestrer pour qu'il puisse montrer là où il met son argent. C'est aussi notre cambiste. Présent lors de la présentation, le procureur de la République, 5e substitut, Baye Sikamba Baye Gauno, a salué la réactivité des forces de sécurité intérieure tout en rassurant le suivi judiciaire rigoureux des dossiers. Il se souviendra que ces nouvelles avaient fait écho et que des poursuites, des enquêtes ont été lancées à l'endroit de ces personnes. Dieu merci la police qui a ménagé aucun effort a pu mettre la main sur ces malfaiteurs et ils sont présentés devant vous ce matin. C'est le lieu ici de dire merci à la police nationale qui s'était investie pour mettre la main sur ces personnes. Désormais, ils sont entre nos mains et nous vous rassurons qu'ils goûteront à la rigueur de la loi. À leur côté, quelques victimes venues témoigner de leur calvaire ont exprimé leur soulagement et espèrent que justice leur sera enfin rendue. Grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité conjuguée à la coopération précieuse des citoyens, un réseau de délinquants vient d'être neutralisé. La police nationale renouvelle son appel à la vigilance et à la dénonciation de tout comportement suspect. Merci à Oumana Fulbert qui était sur le terrain et qui nous a fait le point. Alors, professeur, ce n'est qu'un cas parmi plusieurs et surtout ces derniers temps, c'est pratiquement tous les jours que la police se lance à ce ratissage, c'est tous les jours qu'on présente, que ce soit ici à la ville capitale, que ce soit dans les provinces, mais ça va grandissant. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup. Nous sommes tous affligés par la situation. Nous sommes tous, même si on n'est pas directement touchés, on est soit touché par des parents qui sont touchés, des voisins ou autres, des jeunes ou des étudiants et autres. La question est très grave parce que nous sommes dans un contexte d'impunité généralisée et surtout de déficit criant de l'autorité de l'État.
Le problème, c'est un problème de l'autorité de l'État. Ça a pris une ampleur depuis la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Depuis 2021, nous sommes entrés dans une sorte de non-État. C'est comme vous ne sentez pas l'autorité quelque part. Donc, c'est pour la première fois. J'ai été garde des Sceaux, 50 ans de carrière judiciaire, greffier, juge d'instruction et autres, formateur de magistrats et autres, depuis 40 ans. En fait, c'est la première fois que dans mon pays, j'avais signé les accords de coopération judiciaire entre le Tchad, le Mali et le Niger sur la question du terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Mais le réseau, c'était les gens de Boko Haram. Maintenant que même la délinquance urbaine et interurbaine, les gens se constituent en équipe et en réseau avec des chefs, avec des armes de guerre. C'est un réseau même véhiculé. C'est devenu une entreprise criminelle et c'est la première fois que je vis dans mon pays. Qu'on trouve certains individus, des délinquants primaires, dans le marché, des pickpockets, dans la rue, voler les téléphones ou voler les sacs des femmes au marché, etc. Voler les cabris au village, ou comme ça, ou les poulets, ou les canards, je comprends. Mais aujourd'hui, ça c'est un réseau, c'est qu'on vient de suivre, c'est un réseau organisé, équipé militairement et armé, et surtout équipé aussi logistiquement, avec une logistique bien précise des véhicules de tout terrain. Et ça, la criminalité a pris une certaine ampleur. L'impunité est généralisée dans mon pays, avec également la question des rancunes et des injustices longtemps comprimées, non réglées. Ça devient une haine et ça multiplie la question des conflits intercommunautaires dans le monde rural. Et la question de non-accès équitable aux ressources naturelles. Et donc ça pose un problème. Donc l'insécurité généralisée, ça c'est je vous félicite pour cette introduction très sensible, parce que et vous la posez à un professionnel de la justice et surtout un ancien ministre de la justice. Et aussi, je dois faire un aveu, tout en étant ministre de la justice, j'étais coordonnateur de l'ANS. Et donc ça, beaucoup de gens ne savent pas. Et donc chargé des études et analyses stratégiques de l'ANS avec le président Idriss Déby. Et donc, tout en étant garde des Sceaux le matin. Donc, je ne veux pas vous dire qu'on travaille la nuit. Vous le comprenez. Non, professeur, ça c'est vous qui le dites. Donc, c'est une manière de vous dire, je suis comptable de mes actes, tout en étant dans ma carrière, de continuer à former les étudiants. Maintenant, j'encadre des gars en thèse de doctorat et autres, en sociologie, en droit, même s'il n'y a pas beaucoup de Tchadiens avec moi, plus des étrangers. Donc, la question est claire et je suis interpellé par beaucoup des étrangers sur la situation de mon pays. On a une armée voyante qui est appréciée en Afrique, une armée qui a préservé le principe de l'intangibilité des frontières au Mali, avec le président Mohamed Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, qui était à la tête de Fatim, force armée tchadienne, en intervention au Mali, avec le général Omar Boukimo, son titulaire, en 2012, et qui avait montré préserver l'unité entre les Bambara et les Touaregs, qui ne voulaient pas construire le même pays et unitaire avec les anciens esclaves, etc., selon leur dire. C'était des choses comme l'armée tchadienne est saluée avec le prix que nous payons de sacrifice de forces de défense et de sécurité au lac Tchad pour la question du Boko Haram. Et malgré la mutualisation des efforts, le Tchad paye le plus lourd tribut. Et donc, nous avons intervenu partout. Et maintenant, comment se fait-il que nous sommes voyants et dynamiques ailleurs, mais nous ne sommes pas capables de nettoyer devant la maison? Beaucoup de gens m'interpellent sur cette question. Est-ce que c'est parce que les gens du pouvoir sont impliqués? Est-ce que les délinquants sont aidés par le pouvoir? Ou c'est une politique de déstabilisation ou de division? Je dis non, c'est pas ça. Il n'y a rien de politique dedans. C'est la criminalité dans un contexte de misère et de pauvreté. Une jeunesse oubliée. Et l'impunité fait que, quand j'étais ministre de la Justice, des bandes de délinquants comme ça viennent à la maison d'arrêt, mais après, le gouvernement se limite jusqu'à aujourd'hui à la communication des actes posés. C'est la gestion, c'est comme si c'est le pompier qui vient après l'incendie. Donc ça pose un problème. On communique beaucoup. Voilà, on a arrêté, ils sont enchaînés, on a présenté les armes et les véhicules et autres, tous les éléments de preuve, les scellés. Donc, mais après, la suite, on dit qu'ils seront déférés à la justice. Il y a un magistrat qui était là tout à l'heure, le 5e substitut du procureur. Donc toute la chaîne pénale est là, mais la suite, on ne la saura pas. La communication ne vient pas jusqu'à la suite. Il faudrait que l'audience qui sera organisée pour ces criminels-là soit suivie par les citoyens pour être rassurés que X a été condamné à 5 ans, ou 3 ans, ou 10 ans. Et n'oublions pas, quel que soit le crime commis,
nous sommes un état de droit, donc quand même les prévenus, que nous on appelle dans notre langage judiciaire des délinquants primaires et autres, sont présumés innocents. Oh. Quelle que soit la flagrance, ils sont présumés innocents et la justice doit s'appesantir et il faudrait que l'opinion sache la suite préservée. Et ils sont détenus ou pour purger leur peine. Est-ce que la haute prison de sécurité de Korotoro ou bien à Klesum ou ailleurs, quelles que soient les conditions, c'est que les victimes et leurs ayants droit voudraient être rassurés que leurs bourreaux ont été effectivement sanctionnés et que le voisin qui n'a pas été touché ou qui a eu la chance d'échapper, comme le citoyen qu'on vient de présenter, doit se dire que je suis rassuré. Il ne faut pas que demain ils sortent pour dire que c'est moi qui les ai trahis et puis ils viennent me régler les comptes. Professeur, à vous entendre, on sait que vous êtes quelqu'un du domaine qui a 25 ans. Vous avez dit 50 ans. C'est pas petit, c'est pas 50 jours. Alors vous connaissez toutes les... Il n'y a rien de nouveau pour vous. Je suis sûr que ce que je vais citer tout à l'heure ne vous surprendra pas. Comment vous pouvez comprendre que des délinquants que vous connaissez, qu'on a condamnés qui sont à la maison d'arrêt, peuvent réussir avec les complices des acolytes, réussir à enlever des bœufs quelque part? Très bien. Je vous dis ce phénomène. Ce phénomène, c'est que la criminalité continue à la maison d'arrêt. Même dans la maison. Je vous dis que la criminalité continue à la maison d'arrêt. Les prisonniers, comme le droit aussi de la défense et les associations de droits de l'homme sont en train de nous contrôler. Ce n'est pas parce qu'il est prisonnier, condamné pour purger sa peine, qu'il n'a pas accès à la communication. Et ils sont dedans et ils télécommandent des crimes. Ils appellent, ils ont des réseaux, ils télécommandent des crimes. Je suis dans mon bureau, des condamnés, je garde des soupes, en pleine fonction, des condamnés m'appellent de la maison d'arrêt pour dire qu'il faut nous relâcher. Ils ont quand même ils ont eu votre contact, votre numéro. Et vous menacez en plus. Et même menacer le garde des Sceaux. Mais le pays même en insécurité. Non, c'est pour vous dire, c'est un problème très sérieux. Et donc, quand j'en parlais avec le maréchal Idriss Déby Itno, il dit mais il faut assumer en attendant. Bon, il faut les déporter à Korotoro. Le Korotoro en a fait. Mais après, on nous a dit qu'en cours de route, il y a certains qui disparaissent et autres et dans le désert. Et donc, il y a des gens qui tentent d'échapper, même de Korotoro, avec la complicité. Et il y a aussi la corruption de nos services. La corruption de nos services. Nous avons créé une division. On a séparé l'ENA. On a créé l'ENAM en 1986. Et puis, après l'ENAM, on a cassé l'ENAM avec la formation en créant ENFJ, École nationale de formation judiciaire, dans laquelle non seulement on formait les greffiers et les magistrats, mais on forme aussi les administrateurs des prisons. C'est comme ça qu'on a créé le corps des gardiens des prisons. Mais le problème, c'est que le Tchad n'est pas encore arrivé à une certaine civilisation, excusez-moi le terme, civilité, qui permet à ce qu'on se débarrasse des militaires et des gendarmes et des gardes qui sont nommés régisseurs et autres gardiens de prison. Nous n'avons pas le corps, nous avons les administrateurs des prisons, mais nous n'avons pas le corps de sécurité. C'est la garde nationale et normale qui nous prête des éléments, avec quelques éléments de la gendarmerie qui appuient. Et là, le problème, c'est que les prisonniers, ils ont aussi leurs parents, et je vous dis, leur réseau est très, très tissé, éparpillé. Et bien, ils ont des moyens. Et depuis la maison d'arrêt, et depuis leur détention, ils continuent à téléguider, à commettre des crimes. Moi, je suis un peu curieux de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque vous avez reçu en tant que ministre un appel de la maison d'arrêt, vous demandant, surtout des délinquants, vous demandant de les libérer. Oui, mais lui, il n'a pas caché son identité. Il m'a donné son nom, son prénom, et il est condamné pour quoi? Il est condamné pour faux billets. Il a commis ça à Kelo. Et il veut qu'on le libère. Il veut être libéré. Et donc, mais quand j'ai appelé maintenant, comme je suis le chef de la chaîne pénale, j'ai instruit le procureur de la République de l'extraire. On l'a extrait et de me le présenter le jour même, de le présenter dans la matinée. J'avais des audiences après le Conseil des ministres, c'était un jeudi, je me rappelle très bien, et on me l'a présenté à 18h au bureau. Et il dit, c'est moi qui vous ai appelé parce que j'ai eu votre numéro en donnant de l'argent à quelqu'un. Je vais pas vous dire oh, ce pays. Donc, on parle vraiment à cœur ouvert. Oui. Il s'agit de la question de notre pays. Ouais. Il n'y a pas de retenue ou de questions politiques ici. On parle des réalités de notre pays. Justement. Et donc,
Donc j'ai demandé qu'on l'extrait. Comme il a été condamné déjà, j'ai dit que demain matin, on doit le transférer à Korotoro. Et puis après, je l'ai fait transférer à Korotoro pour purger sa peine très loin. Donc, il y a beaucoup de mystères que je ne peux pas vous raconter. Quand vous êtes ministre de la Justice ou vous êtes ministre de la Sécurité, je ne sais pas, les gens qui ont été ministres de la Sécurité sont mieux placés, mais quand vous êtes ministre de la Justice, dans un pays spécial comme le Tchad, vous allez découvrir beaucoup d'états de la société. L'impunité généralisée, la corruption à toutes les échelles, à tous les niveaux, la corruption, l'impunité, et surtout, il y a des gens qui ont des rancunes cumulées, qui s'éclatent et qui trouvent les occasions pour régler des comptes aux gens. Il y a des gens qui menacent des magistrats, qui menacent des ministres de la Justice. Le plafond, c'était avec moi, qui menace le ministre de la Justice au téléphone, et détenu, un détenu. Alors, doyen, le conseiller, moi, je voudrais aussi permettre au professeur de prendre une gorgée d'eau, revenir avec vous, doyen, vous aussi qui avez transcendé un peu certaines étapes, comment on peut expliquer cela? Par exemple, l'exemple qu'a donné un détenu de la maison d'arrêt qui appelle le ministre de la Justice, le menaçant. On arrête l'exemple qu'a donné Emmanuel. Quelqu'un qui est condamné, mais qui est retrouvé en train de voler les bœufs, par exemple, quelque part dans un village. Comment on peut expliquer ça exactement, doyen? Merci. Moi, je pense que notre société, dans son ensemble, surtout par rapport à ce que nous disons, est dans la déconfiture totale. On a du respect à personne, sinon on ne respecte pas la loi. Et vous savez, ce qui fait le nid de tout ce que nous disons, c'est l'impunité, les intouchables et la perte de vitesse de notre administration. Vous prenez quelqu'un qui a à peine le niveau de CE1, vous faites de lui sous-préfet. Qui va, il s'installe, au lieu d'être le sous-préfet, il devient un propriétaire de bœufs, qui frustre les gens, qui torture les gens, qui caporalise la population. C'est resté comme ça. Je saisis cette occasion sur la question de l'élevage, parce que vous me donnez l'occasion, cher cousin. Le visage de l'élevage au Tchad a changé. Ce n'est pas des éleveurs traditionnels qui en font de cela leur survie et leur culture de tradition. Non, c'est ce qu'on appelle l'élevage de prestige. Maintenant, nous pratiquons l'élevage de prestige. C'est des personnalités politiques, des hauts gradés de l'armée et autres administrateurs, comme vous évoquez, qui deviennent des éleveurs, et les éleveurs traditionnels, qu'ils soient le Peul ou les Arabes, qu'on connaît, ils deviennent des gardiens, ils deviennent des bouviers. Je confirme seulement, pour cet élément, on a changé le contexte, on a changé la nature des gens, et c'est ça la présentation. Et c'est dommage. Mais c'est comme ça que les éleveurs ont accès aux armes de guerre. Aux armes de guerre, le bouillon, aux armes de guerre. Et les armes de guerre sont éparpillées. Merci de souligner le mot impunité. On se répète, chers frères, parce que tu ne peux pas savoir comment ces délinquants, ces criminels organisés ont accès facilement aux armes de guerre. Vous avez dans notre société, dans nos grandes villes, des gens qui sont arrêtés, jugés, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui au lendemain vous narguent. Oui, tout à fait. Je vous cite l'exemple des gens qui ont tué, qui ont fait du mal sous Hissène Habré, ont été jugés, déportés à Korotoro, 2-3 mois, ils sont dehors. Mais le degré de l'impunité a dépassé, n'est-ce pas, la bonne définition. Mais comment voudriez-vous? Il y a des insatisfaits. Lorsque vous avez de l'argent, vous avez la justice avec vous. Lorsque vous êtes pauvre, mais vous avez la condamnation avec vous. Mais nous allons de frustration en frustration. Hein? Vous prenez un ministre de la Sécurité qui dit tuer les gens. Mais comment voudriez-vous
comment voudriez-vous que les gens puissent faire confiance à un gouvernement, les gens puissent se sentir dans un État qui se dit démocratique, qui se dit respectueux des droits de l'homme, mais les droits de l'homme est à la négla. Donc moi je me dis, c'est bien de le dire en présence, n'est-ce pas, d'un routinier, n'est-ce pas, de la justice. Moi je pense que il faudrait que nous repensions notre société, nous recomposions notre société, ou alors nous allons être dans une jungle et j'ai bien peur que nous soyons, n'est-ce pas, mangés par les caïmans, les forts vont faire la loi. D'accord. Avant que le professeur ne rebondisse, doyen, un exemple par exemple pour corroborer ce que le professeur a dit, un avocat qui a siégé sur un dossier d'un assassinat et qui a réussi à faire condamner l'assassin. Et l'assassin a été condamné à 5 ans de prison ferme avec des amendes. Et puis bon, 3-4 jours après, une semaine après, l'avocat était sorti avec des amis. Et puis le servant des lieux vient avec beaucoup de bouteilles de boissons, pratiquement un casier déposé sur la table de l'avocat et ses amis. Et puis ils se sont dit, mais bon, nous n'avons pas commandé. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec... Et puis le servant disant à l'avocat et ses amis que c'est le monsieur qui est au fond là qui vous a servi. L'avocat se tourne, il se rend compte que c'est le monsieur qui a obtenu sa condamnation à 5 ans de prison ferme là, qui lui a offert des boissons libres dans un bar, dans de tels contextes par exemple. Mais c'est une boisson empoisonnée. C'est une boisson empoisonnée. Je vous dis, vous soulevez des questions encore qui me rappellent de sombres histoires et de mauvais rêves. Il vous souviendra que quand j'étais garde des Sceaux, en 2017, j'ai déporté des prisonniers condamnés vers Korotoro qui avaient été rattrapés et assassinés à Massagé. Voyez-vous, par exemple, vous rappelez? C'est la plus sombre et la plus triste et affligeante histoire de ma vie, de toute la carrière judiciaire et de droit et de sciences politiques que je faisais depuis 50 à 60 ans. Aujourd'hui, je suis un homme de 70 ans presque, je suis grand-père et autres. J'étais en train de parler avec mes enfants qui sont en France et d'autres, mais quel pays je vais laisser à mes enfants? Au-delà de la question nord-sud musulman chrétien, j'ai eu la chance ou le don d'être Sarah et en même temps Wadain et né Zahawa et parlant le Dadjo et le Beri. Et mon frère aîné est un Gourane de père. Et donc je dis, mais de quel pays? C'est-à-dire s'il n'y avait pas la tolérance, il n'y avait pas le respect et la dignité des uns et des autres, nous autres on ne serait pas nés. Tout à fait. Non, on ne serait pas né. Tout à fait. Qui a demandé mon avis pour être né Sarakaba ou Gord de Bejondo et en même temps Dadjo de Gosbé, de Gré de Mer et Wadin de culture et de langue est né habilité le canton Kapkazara ou d'Abonosour. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette tolérance, c'est-à-dire ce chat que j'ai connu où on partait à Béché avec les enfants des sudistes et de nourrice, on partait à l'église le dimanche ensemble au foyer d'Abéché, tout le monde connaît, et on partait à l'école coranique à 14h après l'école officielle à Gosbet, on partait à l'école coranique. On était des enfants innocents. C'est Tchad, on ne va plus le retrouver. Ce Tchad, lorsque vous le racontez comme ça, nous autres de la dernière génération, on envie ce Tchad. Malheureusement, c'est difficile de le trouver. Non, mais le professeur ne serait pas devant vous. Parce que j'étais chez ma grand-mère parce que j'étais un enfant de divorce en 62 et j'étais avec ma mère est partie me laisser chez ma maman Dadjo de Gosbeda et elle s'est remariée pour venir à Forlami. Mais moi quand j'étais à Gosbeda, c'est ma grand-mère qui était mon père, qui était tout, ma mère et mon ami et ma compagne. Comme on a Goda, la vous appelle cabaret, comment elle fait la bilibili, c'est à 4h du matin que je suis le premier goûteur de la calabasse. Parce que le professeur nous rappelle sa jeunesse. Et c'est les gendarmes. C'est pour arriver à comment je suis allé à l'école. Les gendarmes de Tombolba avec képi et culotte qui venaient prendre la bilibili chez ma grand-mère et qui ont dit mais pourquoi cet enfant ne vient pas à l'école? Hier, vous voulez demander chez l'école Mala. Il fait l'école musulmane pour aller au paradis. Aller au l'école des blancs, il va être à l'enfer. Et donc, on a dit à ma grand-mère, si demain cet enfant n'est pas à l'école, Tombolba a dit que tous les enfants âgés de plus de 6 ans doivent être à l'école. Si demain cet enfant n'est pas à l'école, tu seras arrêté à la gendarmerie et payé une amende de 100 francs. 100 francs, c'est un billet. Elle a dit, où est-ce qu'elle va trouver 100 francs? Où est-ce qu'elle va trouver 100 francs en billet à l'époque?
Oui. Et donc, c'est comme ça que ma grand-mère, par peur de payer les 100 francs et d'être arrêtée à la gendarmerie, elle m'a conduit à l'école officielle de Gospel. Wow. C'est comme ça. Donc, c'est émouvant, c'est touchant. Et donc, je suis revenu au lycée Franco-Arabe de Béché après avoir été admis en 6e. C'est ma même grand-mère qui, quand j'étais admis en 6e, elle a fait blibli pour tout le village. Elle dit, venez, vous l'avez dit, liguer coloche. Vous l'avez dit, liguer coloche. Donc, c'est des choses que nous avons vécues avec toute l'émotion quand on raconte. Ouais. Et alors, je viens au lycée Franco-Arabe d'Abéché, je trouve des aînés comme Idriss Déby, qui lui, il a tué quelqu'un, et on a transféré à Abéché pour sa sécurité parce qu'avec l'État, on ne voulait pas interrompre l'avenir de l'enfant. Et donc, mais il dormait à la gendarmerie, mais il faisait le matin le lycée Franco-Arabe avec nous. Et comme quand vous êtes en 6e, les anciens vous traitent de bleu. À l'époque, on appelle bleu. Et donc, il me donnait 100 francs pour aller lui acheter une cigarette qu'on appelle à l'époque Bastos. Bastos. Et toujours jeune. Voilà. C'est à 75 francs. Je volais les 25 francs restants. Et donc, 50 ans après, il devient président de la République, il est maintenant ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et la première rencontre, après les médias, il me dit, mais maintenant que tu es devenu ministre de la Justice, paye-moi 25 francs depuis 50 ans. Voilà, nous avons des réactions. C'est des amis de longue date. C'est des frères, carrément. Nous avons des réactions des internautes. Nous avons Dirane Mardoché qui nous écrit. Nous avons Adolphe Lombay, mais une réaction qui retient un peu l'attention. Vincent Kalimbay qui dit « Un voleur de fiole d'un site pris, main dans le sac en Baïbokoum, condamné à emprisonner, mais qui se retrouve en train de m'accueillir sur le site de Witi Witi. Ne me demandez pas comment je ne saurais vous répondre. » Absolument. C'est pour dire quelqu'un qui est en train de voler sur un site qui a été pris. Ça confirme ce qu'on dit. Mais c'est lui qui accueille d'autres. Donc, c'est toujours les mêmes. À la Jeff, doyen. Moi, je crois que si on ne se réveille pas, la psychose dans laquelle nous vivons va être catastrophique. Je n'ai pas peur de dire apocalyptique. Absolument. Absolument. Le Tchad est assis sur une bombe à retardement. Non seulement une bombe à retardement, la bombe va éclater parce que l'autorité de l'État étant cassée, l'impunité étant généralisée, tout le monde fait ce qu'il veut et puis l'incivisme. Mais le problème, c'est que les conséquences, c'est que ça commence par le repli identitaire clanique. Voilà. C'est que les gens se réfugient dans leur communauté pour vivre. On a laissé. C'est un genre de protectorat. Absolument. Un genre de protectorat. Et là, c'est une sorte d'État communautaire et puis dans l'anarchie et l'impunité généralisée avec carence de l'autorité de l'État. On est allé très loin. Très loin. Regardez la rue. Sortez seulement dans la rue. La question simplement de vitres fumées. Combien de fois les autorités ont pris la ça n'a jamais réussi. Ça n'a jamais réussi. Et c'est comme si chaque Tchadien, se sentant dans la vitre fumée, s'arrache une parcelle de l'autorité de l'État pour intimider. Le problème, c'est qu'on le fait ça à 30 000 francs au marché. On autorise certains, et on ne permet pas d'autres. Ce qui m'inquiète, et je partageais avec les jeunes à la rédaction, de nos jours, moi j'ai vécu dans le Biltin, dans le Wadi Fira. Là-bas, c'est une culture. Oui, absolument. Lorsque tu as atteint 10 ans, 12 ans, tu as l'obligation de porter un couteau sur toi. Ça, c'est culturel. Ça, c'est le problème du couteau, oui. Mais de nos jours, tout le monde est armé, y compris les femmes. Chacun a un couteau au rein. Mais ça sort d'où? Ça nous amènera où? Hein? Et on vend le couteau là sous le nez devant le commissariat. C'est pas seulement les couteaux doyens, c'est pas seulement les couteaux des machettes. Mon frère, les gens vont à la mosquée le vendredi avec des couteaux attachés. C'est comme si à la mosquée il y a quelqu'un on n'a même plus confiance en Dieu. Absolument. C'est assez grave. Alors, le vendredi, tout le monde est armé. C'est-à-dire, tu as bien parlé de l'apocalypse. Ce que nous disons là, c'est que c'est de cœur. On pleure pour la survie. Oui, en tout cas. La justice est là, la sécurité fait. C'est vrai, l'État fait beaucoup de progrès, mais ça se limite à des publicités communicatives. C'est tout. Ça se limite. Dans la pratique, on ne sent pas tout. On ne sait pas quelles sanctions, quel impact. Or, le cycle continue. Et on est informé seulement par le journal du soir et puis ou la radio que la police a arrêté des délinquants. Professeur, vous dites ici qu'il est vrai que la police, par rapport à ce que nous avons vu,
la police fait du bon travail, ça c'est vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais cette communication, mais quelle portée elle a? Parce qu'en fin de compte, cette semaine, on nous présente 5 personnes. La semaine prochaine, c'est la gendarmerie qui, à son tour, nous présente 10 personnes. La garde nomade va nous présenter 50 personnes. Mais ça n'a jamais changé. On se dit que c'est toute la jeunesse qui est... Voilà. Moi, je me dis, au-delà, n'est-ce pas, de faire de la communication, qu'on s'assied, qu'on cherche, n'est-ce pas, la racine, n'est-ce pas, de ce mot, le mal. Qu'on cherche sa racine. Pour que les citoyens lambda sortent de la psychose et fasse confiance à son nombre. Aux institutions de l'État. Parce que le problème, c'est que les sanctions exemplaires n'arrivent pas. L'État n'a pas présenté la puissance publique et sa fermeté face à ces crimes. Le crime est devenu maintenant... Pourtant, on dit force à la loi. C'est ce que je dis. Mais que fait notre loi? Nous avons des magistrats, nous avons des tribunaux, nous avons des procureurs. Mais que fait? C'est vraiment lourd. On va diminuer, on va déposer, on va respirer. Qui t'a dit que nous on a pris de l'envol? Nous on n'a pas pris de l'envol. Professeur, il y a un message qui vient directement à vous. Un internaute, Adolphe Nombé, qui dit: professeur, je veux un sac. Je suis votre beau gour. Donc vous avez dit... Voilà, il dit il est votre beau gour. Donc la famille se positionne. Il veut diluer un peu le... Il voudrait déjà, avant les récoltes, son sac. Il a déjà payé la dot. Voilà, le professeur a payé la dot aussi. Celui-là, il est venu diluer un peu le... Non, merci si vous venez de nous prendre en marche. C'est Hassan Al-Khat qui continue son bonhomme de chemin. Nous avons ainsi l'honneur aujourd'hui d'avoir en face 2 doyens. Nous avons un doyen qui vient s'ajuster à notre doyen de la maison et ça fait que la dose, elle est vraiment adulte. Nous parlons de la violence, mais nous parlons aussi de l'impunité qui est en train d'atteindre le summum dans notre pays, malgré le travail acharné de la police nationale, de la gendarmerie, de la garde nomade. Dans une semaine, on peut nous présenter plus d'une 50aine de malfaiteurs, mais juste à côté chez le voisin, dans un coin de la rue, quelqu'un se fait agresser, et voilà, c'est avec tout ça que nous sommes en train d'échanger. Il y a Steve Ngar au Kiréal qui dit: le Tchad n'est plus qu'une coquille vide qu'on ose encore appeler État. C'est bien le seul endroit au monde où on jette des vrais cerveaux comme le professeur Mamad Hassan à la poubelle pour un déchet encombrant. Comme un déchet encombrant. Cet homme pourrait remettre un peu de l'ordre et de justice. Mais non, ici, ce sont les Koubas, les magouilles et les petites trahisons qui décident de tout. Résultat, on écarte les compétents pour les médiocres, gardent leur festin. Voilà. Je voulais seulement dire à ces jeunes qui a écrit en parlant de ça, le problème n'est pas seulement des questions de ressources humaines. Nous ne sommes pas en 1960 ou 70. Les ressources humaines aujourd'hui compétentes de la nouvelle génération sont là. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Le professeur, la différence, c'est que c'est un chercheur et surtout l'expérience cumulée dans toute la chaîne judiciaire et du droit. Le problème, c'est que les Français, avant l'État, ont proclamé, comme tout le monde le sait, la République en 58. Novembre 58. On voulait nous sortir de l'indigénat. On était des indigènes. Et nous voulons, pour être des citoyens qui vont s'approprier leur République et leur État indépendant, plus tard en 1902 ans après, c'est en 1960. Mais on n'est pas sorti. Non. Et c'est comme ça qu'à l'époque, le gouverneur du périmètre urbain de Fort-Lamy, Roguet, appelait les indigènes chefs de race. Il a appelé pour la première fois le mot chef de race en 1946. Et donc, c'était... Tu viens du pays Kabalaï, si tu viens de la Tangier, où à l'époque, on appelle le moyen Logon, ou bien le moyen Kébi, où tu viens du Wadaï. Tu mets dans une partie du quartier de Fort-Lamy, on appelle chef de race parce que si un indigène commet une infraction, c'est à part ton intermédiaire qu'on peut l'appréhender. C'est pour ça que le terme chef de race avait été employé. Mais après, en 1984-83, le chef de race est devenu un problème d'ethnie. C'est ta communauté qui cotise pour payer la DIA. Une justice parallèle. La justice parallèle. Et la question, j'ai vécu la question de la DIA. Où
un condamné, en tant que garde des Sceaux, un condamné qui a purgé sa peine et il est resté quelques années, mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Ses parents viennent me dire, il ne faut pas libérer notre fils. Il n'y a que le Tchad qu'on connaît comme ça. Il a été condamné pour 8 ans. 8 ans, il a purgé une partie de la peine et l'autre partie a été prise en compte par le décret de grâce présidentielle. Mais c'est ses propres parents qui viennent me voir. Il ne faut pas les libérer. Au bureau, il ne faut pas libérer parce qu'on n'a pas réglé encore le problème de sang. Il a dit avec les parents de cette personne-là. Parce que dans notre culture, si on ne règle pas, c'est un affront. Et on va tuer une grande personnalité de chez eux pour leur faire du mal. Oh là là. On est sorti de la civilisation, on est du pas cadre de la barbarie. Donc, j'ai dit, mais je suis ministre de votre communauté, de votre famille ou de la République du Tchad. Et la République du Tchad, c'est ça aussi. La peine est individuelle, et puis il n'y a pas la collectivisation. La DIA n'est pas connue dans notre code. On appelle seulement dommages et intérêts. Et donc, mais la question de la DIA, pour certaines communautés tchadiennes, on ne mange pas le prix du sang de son frère, tout est sacré. Et dans d'autres, ils disent que c'est l'islam qui a dit. L'islam n'a pas dit ça. Et donc, ça, on va faire un autre débat une autre fois. Selon votre calendrier, en tout cas. Absolument. Donc, je dis, mais ils m'ont supplié. Mais j'ai dit, mais s'il meurt à la maison d'arrêt, il a bénéficié d'une grâce. Il a purgé sa peine. Il doit être libéré. Mais s'il meurt, on va vous signer un papier pour dire s'il meurt, on ne va pas vous poursuivre pour avoir tué notre enfant. J'ai dit, mais sortez là, vous allez discuter avec le directeur des affaires judiciaires et vous allez gérer ça là-bas entre les initiés. Entre-temps, le régisseur lui a délivré l'ordre de mise en liberté. Oui, il a libéré. Le régisseur, il devait quitter Korotoro pour être en Djamena. Oui, sa maman lui a envoyé de l'argent. Vous savez. Donc, et or, ce sont ses parents paternels. Il ne faut pas le libérer. Il y a beaucoup de choses dans ce pays. D'accord. Et l'État, c'est pour arriver seulement à une conclusion. C'est un État qui se cherche encore. Il cherche ça. Il stabilise les autres, il intervient, mais c'est encore un État qui se cherche. Il n'est pas stable. Et la question de l'État des droits, n'en parlons pas. Parce que la question de la rigueur de la loi, dont on évoque tout à l'heure, c'est une question. Ce n'est pas une question de critique politique, c'est une question de survie. Tout à fait. Une question de survie. Le contrat social qui est la Constitution, qui devait être notre repère. On a fait combien de conférences et de dialogues? Dialogue, conférence nationale, les accords de Paris, de libre-vie, de Cano 1, Cano 2, Doha, Sirte. Il y en a de trop, il y en a de trop. Khartoum de 78 entre Hissène Habré et Marou. On a fait, mais tout ça, je les ai reportés déjà pour les étudiants. Et donc, mais mon problème, c'est qu'il n'y a aucun impact sur la vie d'aujourd'hui. Et on fait l'école publique, l'école aujourd'hui. Malheureusement. Le problème, c'est que c'est ça. L'école publique qui est censée former la citoyenneté. Parce que j'ai assisté, en étant à l'époque doyen de la fac de droit d'Abéché, en 2006, à la rédaction de la loi portant orientation du système éducatif tchadien. Et donc, c'est-à-dire l'école publique est chargée de former les citoyens de demain. Mais l'école a démissionné. L'école publique elle-même, elle est prise en charge par la cotisation des parents d'élèves. Oh là là. Oui, et les écoles privées, c'est pas elles qui vendent le poisson pourri à Dembélé qui peut envoyer son enfant. Merci, professeur. Merci, professeur. Le temps qui nous est imparti a dit arrêtez-vous. Alors, professeur, à la télé, on est obligé de nous arrêter. Tout à fait. Nous sommes arrivés à la fin et nous nous excusons auprès de M. Romadi pour la découverte et aussi auprès de vous, amis téléspectateurs, pour le jeu de rôle. Mais c'était important, des choses importantes ont été dites et il fallait les écouter. Merci, doyen. Je dis, le Tchad est à sauver, le Tchad doit être sauvé. Merci beaucoup. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à la DFE, merci aussi au professeur de nous avoir donné assez d'éléments. Chirmine, merci de nous avoir amené une bibliothèque. Ah oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir le professeur sur le plateau et surtout de revivre aussi ces histoires. Ouais. Merci. Professeur, merci d'être passé. Je venais de quitter mon village. Ce n'était pas pour venir encadrer les étudiants à la fac de droit ou à l'ENA, mais je venais pour une émission. Je ne m'attendais pas à ce niveau, sincèrement. C'est-à-dire que vous m'avez encadré, vous êtes une nouvelle génération avec mon cousin, mais je sens la sincérité. Ça remonte le moral. Je sens la sincérité. C'est-à-dire que nous sommes venus pour un cahier de charges précis. Nous sommes venus pour le Tchad. Nous sommes venus pour le Tchad. Et c'est un cri de cœur pour la survie de notre pays. C'est un cri de cœur pour la survie de notre pays. Je sors pour vous dire que, tout en étant agriculteur, dans mon champ,
l'année dernière, j'ai vécu le conflit agriculteur parce que dans mon champ, moi-même, j'étais en train d'arroser les oignons. Et voilà un jeune pelle avec ses troupeaux qui vient dans mon champ. Il dit, mais ça n'a jamais été cultivé ici. C'est là où on fait paître nos animaux. Et quand je lui parle, il prend le couteau de jet. Il a un coupe-coupe avec. Il a coupe-coupe et il veut me rencontrer dans mon propre jardin. Il ne sait pas qui il a fait. C'est des choses que j'ai vécues. Je ne sais, c'est là pour vous. Merci beaucoup, professeur. Merci, amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'équipe de Dina Love. Nous sommes arrivés à la fin. On aurait dû continuer encore, mais après l'heure, ce n'est plus l'heure. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est pour garder le chat toujours. Absolument. Au revoir.